Alors, le titre de ma communication étant La rhétorique comme établissement de valeur, l'expérience performative de Dogville, c'est sans doute avec une certaine curiosité que vous vous apprêtez à m'entendre parler tout à la fois de rhétorique et d'un film de Lars von Trier, surtout lors d'une journée d'études portant sur la performance et la performativité. D'emblée, je tiens à dire que si je vais parler de performativité, c'est au sens où l'ont entendu les philosophes du langage américain, tels que John Austin et Searle, qui, en fait, se sont intéressés à des énoncés performatifs, soit des phrases qui, alors même qu'elles sont prononcées, ont un impact direct dans le monde, que sont des actes à part entière, comme par exemple quand on baptise quelqu'un ou qu'on répond « oui, je le veux » à une demande en mariage. De telles phrases, nous disent-ils, agissent dans le monde. Il est vrai que les études en rhétorique n'ont à première vue pas ou que très peu de jonction avec la théorie pragmatique du langage. La rhétorique s'intéresse généralement à la stylistique, aux tropes et figures de langage, ou alors à la dimension argumentaire du discours dans le but de convaincre ou persuader un auditoire. Mais si la philosophie pragmatique s'est intéressée aux actes locutoires, illocutoires et perlocutoires, et je reviendrai sur cette distinction, on peut tout de même se demander s'il y a d'autres actes qui occurrent dans l'énonciation. Plus spécifiquement, on peut se demander que fait-on sémiotiquement quand on parle. Et c'est en vue de répondre à une telle question que je vous propose de réfléchir, à partir des travaux de Klinkenberg sur la rhétorique, à des processus sémiotiques qui agissent tels des actes de langage. Dans ces 7 leçons de sémiotique et de rhétorique, Klinkenberg montre bien qu'au-delà de sa capacité à convaincre ou persuader un auditoire, la rhétorique est par le fait même susceptible d'affecter l'encyclopédie, au sens où l'entend écho, des personnes à qui on s'adresse, et ce, en réorganisant ses repères sémiotiques. Autrement dit, la rhétorique peut altérer la perspective à l'intérieur de laquelle on entre en relation avec les choses, et c'est en ce sens qu'elle pourrait se comprendre tel un acte de langage. Pour illustrer cette logique, je propose d'analyser ce que j'appelle l'expérience performative, qui se trouve au cœur du film de Dogville. Si j'envisage l'intrigue du film de Von Trier comme une expérience performative, c'est parce qu'elle s'apparente à un environnement fermé, un huis clos, dans lequel on altère un seul élément et qu'on observe le comportement des autres parties. Cette expérience montre en fait comment qu'un énoncé rhétorique peut établir une nouvelle valeur au sein d'une communauté et qu'en revanche, cette valeur redéfinit l'organisation même de la dite communauté. En articulant ici mon discours autour de la notion de valeur, je pourrais rapprocher les travaux de Klinkenberg avec ceux d'Austin parce qu'il sera possible de voir en quoi, d'un côté, l'énoncé rhétorique s'entend comme un jeu sur la valeur qu'on accorde aux choses, et de l'autre, comment ce jeu peut être envisagé comme un acte de langage, puisqu'en altérant le réseau signifiant et encyclopédique d'une personne ou d'une communauté, donc en affectant ses valeurs, l'énoncé rhétorique peut réorienter la manière même dont on agit dans le monde. Alors, un petit mot sur le film de Von Trier, soit Dogville. Au premier abord, ce film peut certainement en surprendre plus d'un au niveau de sa réalisation, puisqu'il s'apparente davantage à une pièce de théâtre qu'à un long métrage. Les actions se déroulent sur une scène où de nombreux éléments du décor manquent à l'appel. Le film fait ainsi preuve d'une grande originalité, voire d'excentricité. Les maisons sont incomplètes, comme par exemple le cocher de l'église est suspendu dans le vide, et on retrouve sur la scène ici et là quelques objets qui, au final, permettent à peine de singulariser les lieux. On peut donc voir Dogville dans le film à plusieurs occasions à vol d'oiseau, et ce qu'on en remarque finalement, c'est que c'est tout ce qu'il y a de plus typique comme ville américaine, seulement visuellement c'est déconstruit. Pour les bienfaits de ma présentation, il serait inutile d'entrer trop en détail dans la description des personnages de Dogville. Je me contenterai plus simplement de considérer leurs interactions de manière générale, en un seul mouvement, seulement afin de mettre en évidence l'événement qui m'intéresse. Et si je ne me concentre que sur certains enjeux bien précis du film, c'est parce que ceux-ci m'apparaissent comme étant fondamentaux. Sans donc faire l'analyse exhaustive du film, cette lecture me permettra néanmoins de dégager les tensions qui le motivent. Alors Dogville, film durant près de 3 heures, réalisé en 2003, met en scène une communauté d'une vingtaine d'habitants où réside Tom Edison, un rêveur qui se prétend tout à la fois comme étant moraliste, philosophe, écrivain et sondeur de l'âme humaine. On apprend que ce jeune homme bienveillant entretient, de manière hebdomadaire, les autres habitants de sa communauté sur ses réflexions et observations quotidiennes, et ce parce qu'il craint que leurs valeurs soient en train de décliner. Pour appuyer sa réflexion, Tom Edison fait savoir qu'il aurait besoin d'une illustration.
Il espère qu'un événement se produise afin de prouver en quoi les valeurs de sa communauté sont problématiques. Le soir même, il entend soudainement des coups de feu en provenance de la forêt et, s'inquiétant de ces rafales, il fait la rencontre d'une femme en détresse, Grace, venue trouver refuge à Dogville. Elle lui explique que des bandits lui courent après et qu'elle a besoin de protection car elle ne veut pas alerter la police de ses ennuis. Tom profite alors de cette situation pour mener sa démonstration et propose à sa communauté d'héberger cette femme pendant 2 semaines, suite à quoi une décision sera rendue s'il l'accepte ou non parmi eux. Au début, Grace s'intègre tranquillement en accomplissant des tâches quotidiennes dans chaque foyer, ce qui permet en retour d'alléger le fardeau des citoyens. Tout se déroule ainsi pour le mieux jusqu'à ce qu'un incident inattendu survienne. Lors du souper de l'Action de grâce, un policier se rend à Dogville pour annoncer qu'une femme dangereuse est recherchée dans les environs et qu'une rançon sera accordée à quiconque ayant des informations menant à son arrestation. À partir de cet instant, le comportement que la communauté entretient à la gare de Grace change du tout au tout. Même si tous les habitants de Dogville ont eu la chance de la côtoyer et de constater qu'elle est loin d'être menaçante, le traitement qu'il lui réserve n'a rien de sain. Par un moment, on la voit même enchaînée avec une cloche autour du cou pour être sûr qu'elle ne s'évade pas. Donc ainsi, torture psychologique, jeu de manipulation et viol se succèdent dans une descente aux enfers signée Lars von Trier. Tel que mentionné préalablement, je n'entrerai pas dans le détail des motivations personnelles de chaque personnage, à savoir la raison pour laquelle chacun abuse de la vulnérabilité de Grace. Je vous propose plus modestement de comprendre cette image, soit l'avis de recherche que la police vient afficher sur le mur d'un des bâtiments de la ville. Donc, cette image comme un véritable énoncé performatif, puisque dans sa construction rhétorique, elle véhicule une valeur bien précise au sujet de Grace, à savoir qu'elle est une criminelle. Et cette image, soit l'avis de recherche, change véritablement le visage du monde, ou du moins la perspective que la communauté adopte à l'égard de Grace. Avant d'en dire plus, un petit mot s'impose donc sur la théorie de la performativité du langage pour bien comprendre cette performativité. Donc, la réflexion qui motive les conférences prononcées par John L. Austin au milieu des années 50 à Harvard et qui ont depuis été publiées sous le titre « Qu'en dire, c'est faire », cette réflexion donc qui a lancé toute une discussion au cours des décennies qui l'ont suivie jusqu'à aujourd'hui, elle part d'un constat bien simple. C'est que les philosophes du langage ont trop longtemps considéré les phrases affirmatives comme de simples descriptions du monde, et qu'il existe de nombreux exemples d'énoncés qui sont embarrassants pour les catégories proposées par la grammaire, telles qu'interrogative, conditionnelle, etc. C'est pourquoi John Austin propose d'étudier des phrases qui, comme le « oui, je le veux », qu'on prononce lors d'un mariage, sont des actes en soi, des actes dits de langage qui performent quelque chose ou agissent concrètement. En étudiant divers types d'énoncés performatifs, ou divers exemples plutôt, il distingue 3 types d'actes qu'on accomplit en parlant. D'abord, il y a l'acte locutoire qui se résume à l'acte même de dire quelque chose, soit son énonciation. Il y a l'acte illocutoire qui correspond quant à lui à l'acte effectué en disant quelque chose, par opposition à l'acte de dire quelque chose. Donc un acte purement conventionnel, c'est-à-dire qui existe grâce à des conventions qui ont été préalablement mises en place. Et finalement, l'acte perlocutoire, à savoir l'effet qu'on produit chez l'interlocuteur, des sentiments, pensées, actes, etc. On pourrait dire que cette distinction a fait école et que les philosophes qui lui ont répondu se sont principalement intéressés aux 2 premiers types d'actes, et même, je dirais plus précisément, à l'illocutoire, puisqu'il est le seul qui permet une certaine forme d'objectivité, étant donné qu'il repose sur des conventions. Austin remarque à ce titre que l'acte perlocutoire, qui regroupe les effets et les sentiments, ne suffit pas pour faire d'un énoncé un performatif, car tout énoncé est susceptible, selon son interprétation, d'entraîner des effets perlocutoires. Or, au-delà de l'interprétation individuelle qu'on puisse faire d'un énoncé, si on peut montrer qu'une proposition peut altérer la manière dont on interprète les choses, alors je pense qu'on doit également parler dans ce cas d'acte de langage. C'est-à-dire que si on arrive à prouver qu'un énoncé puisse affecter notre rapport au monde, soit la perspective dans et par laquelle on y entre en relation, alors il ne reste plus qu'un pas à faire pour comprendre comment il transforme, par le fait même, notre manière d'habiter le monde.
Pour mener ce pas, je propose de porter attention aux diverses acceptions par lesquelles on peut traduire le verbe to perform. Les traducteurs de Judith Butler, dans Le pouvoir des mots, notent que si le sens du verbe to perform signifie parfois simplement accomplir, au sens où l'on accomplit un acte, il signifie parfois tout aussi clairement mettre en scène, au sens où l'on parlera de la performance d'un artiste. Et c'est avec cette puissance que le langage a de mettre en scène quelque chose, de le faire apparaître sous tel ou tel aspect, qu'on s'approche de mon hypothèse voulant que la rhétorique a quelque chose à voir avec la performativité. Que le langage performe, accomplit ou mette en scène quelque chose, c'est ce que Dogville révèle, ne serait-ce que par sa mise en scène. Par le remplacement du décor, souvent réduit à des mots ainsi que des traces sur le plancher, du moins par sa déconstruction, Von Trier nous confronte à la puissance évocatrice du langage. Certes, on peut y voir là des actes de fiction, au sens où l'entend Genette, soit des actes de langage qui servent à mettre en scène un monde fictionnel, mais quand même, il y a déjà là un indice qui tend à prouver que ce film se déploie sous le signe de la performativité. Par exemple, il suffit d'écrire Dog sur le sol en dessinant la silhouette d'un chien pour que les villageois agissent comme s'il y en avait un. Plus encore, il y a un autre détail du décor qui n'est pas négligeable, une inscription qui ne tient pas lieu cette fois pour quelque chose, mais qui vient sceller la nécessité de considérer la performativité du langage dans ce film, et c'est la formule latine dictum ac factum qu'on retrouve sur la mine où Grace se réfugie à quelques occasions. Cette formule, qu'on pourrait traduire par aussitôt dit, aussitôt fait, met en relation le dire et le faire, tout comme le titre de l'ouvrage de John Austen, Qu'en dire, c'est faire, et sert ainsi d'indice pour penser que l'intrigue du film se déploie bel et bien autour d'un dire, d'un énoncé qui agit au sein de la communauté. Et pour comprendre comment cet énoncé, soit la vie de recherche, affecte les habitants de Dogville, je propose qu'on fasse un petit détour par la rhétorique. Donc, quand Klinkenberg étudie l'histoire de la rhétorique dans ses 7 leçons de sémiotique et de rhétorique, il montre très bien qu'un même processus sémiotique se retrouve autant dans la rhétorique qui s'intéresse à la littérarité, soit aux figures, ainsi que dans la rhétorique qui se penche sur la dimension argumentative du langage. Dans les deux cas, nous dit-il, l'énoncé rhétorique produit un écart entre le sens habituel, qu'il appelle le degré perçu, et un nouveau sens qui lui est superposé, nommé degré conçu. Par exemple, pour reprendre le cas de Grace, le degré perçu avant avant la publication de la vie de recherche, est sans doute quelque chose comme une femme serviable, de bonne humeur, et on pourrait également dire très charmante, car après tout, elle est jouée par Nicole Kidman. Mais lorsque la police émet son avis de recherche, un tout nouveau sens est conçu, c'est une criminelle. En décrivant la rhétorique comme un jeu produisant un écart encyclopédique, écart représenté ici entre la bonne et la vilaine Grace, Klinkenberg fait ainsi de la rhétorique la partie créative du système sémiotique, celle qui permet de faire évoluer celle-ci par la production de nouvelles entités. Cela suggère donc que le sens des choses n'est jamais donné, pas plus qu'il n'est figé au sein de l'énoncé, et je le cite, « Chaque acte rhétorique serait en effet une exploration des potentialités du monde sémiotique. Il rend de nouveaux découpages accessibles à de nouveaux partenaires de l'échange sémiotique. » Le sens est en quelque sorte vivant, toujours en mouvement dans le rapport herméneutique interprétatif entre l'énonciateur et le récepteur. Et la rhétorique apparaît en ce sens comme un mécanisme de restructuration des codes ou des encyclopédies. Elle nous permet de voir les choses autrement, sous un nouveau jour. L'acte rhétorique se rapproche en fait de ce que Searle nomme l'acte propositionnel, puisqu'il propose en quelque sorte un nouvel agencement figural et détermine de nouveaux découpages du sensible. Cela dit, il me semble que la proposition de Klinkenberg est beaucoup plus juste, voire même plus subtile, car au-delà de la simple proposition qui suppose une syntaxe, un code, donc toujours des règles de jeu bien établies, l'acte rhétorique, quant à lui, sous-entend une dialectique entre une norme socialisée, un degré perçu, et un écart face à cette norme, soit un écart qui bouscule l'habitude et nous contraint à réajuster le sens qu'on accorde aux choses concernées par ce nouveau degré conçu. Et Klinkenberg est clair sur ce point. Cette interaction ne vise que des entités sémiotiques, à savoir des figures, et jamais la chose en soi.
Grace n'est pas physiquement affectée par cet énoncé. Et en considérant précisément l'acte rhétorique, il n'est pas plus nécessaire de faire intervenir l'intentionnalité de l'auteur, comme le font par exemple les philosophes pragmatistes avec l'acte de langage, car de toute façon, cette intentionnalité n'aboutit qu'à des impasses. La police n'avait pas ici nécessairement l'intention d'heurter Grace en distribuant ses avis de recherche, mais pourtant, la communauté a bel et bien changé son comportement, et s'il en est ainsi, c'est précisément parce que la valeur accordée à la représentation de Grace a, quant à elle, été affectée. D'où la raison pour laquelle l'acte rhétorique devrait être considéré comme un acte de langage. En altérant la valeur accordée à telle ou telle entité sémiotique, il affecte l'encyclopédie des interlocuteurs et les amène à reconsidérer leurs habitudes interprétatives. En revanche, cela transforme de manière très effective, voire sournoise, le monde dans lequel ils vivent, puisque c'est leur rapport aux choses qui en est bouleversé. C'est d'ailleurs ce que voulait dire Nietzsche dans son cours de rhétorique, lorsqu'il énonce que ce ne sont pas des choses qui pénètrent dans la conscience par l'entremise du langage, mais la manière dont nous avons rapport à elles. C'est-à-dire qu'on ne connaît jamais les choses en soi, mais qu'elles nous apparaissent toujours selon telle ou telle marque distinctive. Et si Nietzsche accorde une si grande importance à la rhétorique dans sa philosophie, c'est bien parce qu'il en a vu qu'en altérant la manière dont nous avons rapport aux choses, c'est le monde dans lequel on vit qu'on affecte. À l'aune de la sémiotique, on peut ainsi mieux comprendre pourquoi Heidegger décrit la notion de valeur chez Nietzsche comme étant un point de vue, et je cite, « La valeur est même essentiellement le point de vue pour quelque chose de tel qui, saisi par le regard, est un point notamment pour une vision qui vise à quelque chose. » C'est donc dire que la valeur est ce qui nous met en relation avec les choses, qui façonne notre perspective sur celles-ci. Et si on altère les valeurs ou qu'on en institue de nouvelles, c'est toute la perspective qu'on a sur le monde qui se trouve par le fait même affectée. Conséquemment, la manière dont on va interagir avec les choses est susceptible de changer, car le regard n'est plus orienté par les mêmes repères. Au final, c'est bien la raison pour laquelle on peut comprendre que le comportement des habitants de Dogville change radicalement à l'égard de Grace, et ce, sans avoir recours à des théories psychologisantes. Une nouvelle valeur s'est imposée dans et par le langage, et, de ce fait, Grace n'apparaît plus aux yeux de la communauté sous la même perspective. Elle en fut défigurée. Certes, on pourrait toujours se demander pourquoi tous les habitants décident de l'abuser, mais ça, c'est une question qui concerne probablement davantage la perversité de Lars von Trier, et je vais laisser cette question de côté. Pour conclure brièvement, j'aurais envie de dire que si les valeurs des habitants de Dogville sont problématiques, comme le prétend Thomas Addison en début de film, ce n'est pas tant qu'elles sont mauvaises ou malhonnêtes, mais qu'elles sont appelées à changer radicalement. C'est-à-dire qu'elles peuvent être altérées, comme c'est le cas avec l'expérience performative que j'ai commentée, par un acte rhétorique. C'est d'ailleurs ce qui se produit à la toute fin du film, lorsque le père de Grace vient la sauver. Ce qui est intéressant dans cette scène finale, c'est que suite à un renversement de pouvoir, Grace contrôle dorénavant le destin des habitants de Dogville. Leur vie lui revient entre les mains. Et si vous vous souvenez bien, pour celles et ceux qui ont vu ce film, Grace dit à son père qu'elle a pitié pour ces gens et qu'elle souhaite les laisser vivre. Or, son père la confronte et la convainc que c'est de l'arrogance que d'avoir pitié d'eux, et qu'elle ne devrait surtout pas les épargner. Un nouvel acte rhétorique s'opère donc à travers cette argumentation, et la perception que Grace a des habitants de Dogville change du tout au tout. Elle décide alors de les faire assassiner et de brûler la ville. Autrement dit, le film se noue sur un discours, un acte de parole, qui scelle par le fait même le destin de toute une communauté. Merci.